Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, qui veut d'une décharge dans son jardin ? Après des années de combat, les opposants à la décharge de Nonan-le-Pin dans l'Orne vont-ils finir par avoir gain de cause ? Le site, censé accueillir le plus grand centre d'enfouissement de déchets automobiles en Europe, fait l'objet depuis quelques jours d'une expertise à l'initiative du ministère de l'écologie. Risque de pollution, disent les adversaires au projet, qui mettent en avant la proximité du Haras national du Pin, un des plus vieux et des plus prestigieux centres d'élevage français. Alors, si le site devait être abandonné, quelle pourrait être sa destination ? Car il va bien falloir lui en trouver une. À moins d'une révolution culturelle, nous allons continuer à acheter des voitures, donc à produire des déchets automobiles. Idem d'ailleurs pour les ordinateurs, les téléphones portables et autres objets manufacturés. Le problème, c'est que pas grand monde n'a envie d'habiter à proximité d'une décharge ou d'un incinérateur. À Échillé, près de Rochefort en Charente-Maritime, le projet de centre de traitement des ordures ménagères est lui aussi fortement contesté par les riverains. Et que dire du projet Cigéo à Bure dans la Meuse, qui prévoit d'enfouir à 500 mètres sous terre les déchets les plus radioactifs ? Là encore, la population se mobilise, pour des motifs d'ailleurs à chaque fois compréhensibles et souvent valables, mais qui ne font que déplacer le problème chez le voisin au lieu de le régler. Alors, qui veut d'une décharge dans son jardin ? C'est notre sujet du jour. Ils seront 4 ce soir pour en discuter. Flore Berlingen, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le CNID, le Centre national d'information indépendante sur les déchets. Qui s'appelle désormais Zero Waste France. Voilà, alors j'allais justement donner l'autre nom, Zero Waste France, qu'on peut traduire par Zéro Déchet France. Alors vous allez évidemment nous en dire plus tout au long de cette émission, mais on peut aussi lire un ouvrage publié l'an dernier aux éditions Rue de l'Échiquier, le scénario Zero Waste. Pour discuter avec vous ce soir, Alain Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Saint-Ouen-l'Aumône, sénateur socialiste du Val d'Oise, ancien ministre de la Défense. Mais enfin, c'est pas à ce titre-là que vous êtes là ce soir. Vous y êtes parce que vous avez présidé la commission qui a publié un rapport au mois de juin dernier. En tout cas, ce rapport a été remis à Ségolène Royal au mois de juin dernier. Rapport intitulé Démocratie environnementale, débattre et décider. Un rapport qui vous avait notamment été commandé après ce qui s'était passé autour du barrage de Sivins. Troisième invité, Nicolas Garnier, bonsoir. Bonsoir. Délégué général d'Amorce, l'association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour une gestion locale des déchets. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur le site d'Amorce. Ça veut dire quoi ? Vous êtes une association qui conseille les collectivités locales ? Oui, c'est exactement ça. On accompagne les élus locaux dans leur montage de projets, à la fois sur la question des déchets, mais également sur la question de l'énergie. Ça m'amènera d'ailleurs peut-être aussi à parler des difficultés qu'on peut avoir sur des projets d'éoliennes, sur des projets de chaufferie bois. Enfin, le NIMBY ne s'arrête pas au monde des déchets. Alors, le NIMBY, qu'est-ce que c'est ? N-I-M-B-Y, not in my backyard, pas dans mon jardin ou pas dans mon arrière-cour. C'est justement un sujet, une notion sur laquelle a travaillé notre quatrième invitée, qui elle se trouve en duplex des studios de Radio France à Avignon. Il s'agit de Léa Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, vous êtes chercheuse au laboratoire Aide à la résolution des conflits environnementaux à l'université Toulouse 2 et vous vous êtes intéressé à l'opposition à un projet de décharge dans l'Essonne. Vous vous dites que le NIMBY, alors sur lequel on va avoir l'occasion de revenir, bien entendu, ce NIMBY est mort. Vive la résistance éclairée, c'est le titre d'un article que vous avez publié. Alors peut-être pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire à l'instant, Nicolas Garnier, on se posait la question, en fait, on a eu envie de faire cette émission suite à l'affaire autour, affaire déjà ancienne d'ailleurs, mais médiatisée peut-être assez récemment, en tout cas au niveau national, de la décharge de Nonan-le-Pin. Est-ce que ces mobilisations qui naissent lorsqu'il y a des infrastructures, elles naissent essentiellement autour de projets qui concernent les déchets, ou bien est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a une forme d'ambiance qui ferait que dès qu'il y a des infrastructures susceptibles de causer des nuisances, la population, en tout cas une partie de la population, se mobilise contre ces projets ? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à se mobiliser, quel que soit le projet, même dans le domaine des déchets. Aujourd'hui, on a des résistances, certes, sur des unités de stockage, également sur des unités de valorisation énergétique, mais également sur des déchetteries, c'est-à-dire là où vous pouvez emmener votre vieux meuble, également sur des plateformes de compostage, sur des éoliennes, sur des chaufferies bois. Donc, on a effectivement un phénomène assez fort, mais qu'il s'agit de bien comprendre. Il y a à la fois ce qu'on appelle le NIMBY, c'est-à-dire
c'est-à-dire la personne qui ne veut pas ça chez lui, et puis il y a des gens qui ont envie d'un autre projet ou qui veulent participer au projet. Donc quelque part, il faut bien dissocier les deux, et c'est souvent la somme des deux qui fait un mélange tonnant, c'est-à-dire des gens qui veulent pas ça chez eux, et à côté de ça, des gens qui veulent participer à un projet. Et il faut bien séparer les choses, parce que sinon, on finit par se mélanger, et l'un des rôles, effectivement, des élus locaux, c'est de créer une autre manière de construire leur projet. Et je pense quand même que ces 10 dernières années, pour en avoir connu des plus brutales dans le passé, on a plutôt tendance à s'améliorer dans le modèle. Il y a vraiment une co-construction qui est en train de s'établir. On a pris quelques baffes, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, il y a vraiment dans les projets que l'on voit des vraies co-constructions sur la technologie, la taille, pourquoi en faire une, et puis à la fin des fins, pourquoi à cet endroit-là. Et c'est souvent quand on arrive à cet endroit-là qu'il faut vraiment associer les riverains dans le chantier, dans la construction, mais c'est deux parties très différentes que de travailler sur un projet et puis ensuite de travailler sur comment le faire accepter à proximité d'habitation. En tant qu'élu local, Alain Richard, puisque je rappelle, vous êtes le maire de Saint-Ouen-l'Aumône, est-ce que vous partagez ce diagnostic d'une difficulté de plus en plus grande à faire passer certains projets d'infrastructures susceptibles de causer des nuisances, notamment environnementales ? Écoutez, ça fait quelques dizaines d'années que je suis dans le circuit. J'ai du mal à définir un sens de courbe. Parce que il m'a semblé voir, je suis élu d'un département où beaucoup de choses changent évidemment, il m'a semblé voir des formes d'opposition, de refus de projet, etc., qui ont un peu varié dans la durée, mais je ne saurais pas dire si leur intensité augmente. Ce qui par contre, évidemment, modifie un peu le paysage, c'est que l'accès à l'information est quand même beaucoup plus direct à travers la disponibilité d'un nombre absolument massif de données, d'éléments de comparaison, de composantes de chaque dossier, etc. Donc, pour la partie, c'est un point dont on va discuter, de la population qui est, je dirais, la plus avantagée culturellement et qui est 99 fois sur 100 à l'avant-garde de ces mouvements, le fait de pouvoir accéder avec quelques clics et un peu de savoir-faire militant à un ensemble de données, on fait tout de suite des partenaires qui ont, disons, un potentiel de contre-information quand ils sont décidés à faire échouer un projet qui devient plus redoutable, ça c'est vrai. Fleur Berlingen. Enfin, un potentiel de proposition, surtout, de propositions intéressantes qu'il faut quand même aller regarder. Moi, je pense qu'il y a une spécificité déchets quand même, notamment quand on parle d'ordures ménagères, parce que les ordures ménagères, c'est un problème auquel on a des solutions quand même, pas pour 100% des déchets, pas encore, mais pour une grosse partie des déchets de notre poubelle, on a des alternatives. Donc c'est normal que les citoyens, face à un projet d'incinérateur ou de décharge, se posent la question de est-ce qu'on peut faire autrement ? C'est-à-dire ce que vous dites. Vous savez bien qu'il n'y a plus de décharge d'ordures ménagères, de projets de décharge d'ordures ménagères, nulle part depuis des années. Oui, mais il y en a quand même encore 250 en France. Qui sont résiduels, mais il n'y a aucun d'ordures ménagères résiduelles dans lesquelles on met encore des biodéchets, des déchets organiques. Il n'existe aucun projet de décharge pour les déchets ménagers. Ça ne peut pas exister. Oui, mais ils existent encore. Elles existent encore, ces décharges. Ces décharges existent encore. Les projets n'existent plus. Et dedans, on continue à mettre des déchets qui ne sont pas des déchets ultimes. Il y a encore des biodéchets, par exemple, des déchets organiques qui pourraient être compostés, qui pourraient être méthanisés. Donc voilà, les décharges existent encore en France, elles sont à ciel ouvert, comme on pourrait dire. Et voilà, donc c'est normal. Il n'y a pas de sujet de création, il y a parfois des sujets d'extension tout de même. Il y a des sujets aussi de mauvaise gestion. Moi, je suis en contact avec plusieurs associations, plusieurs collectifs de citoyens qui combattent une décharge parce qu'elle est mal gérée et qu'il y a des odeurs pestilentielles, etc. Donc tout ça, il faut quand même l'entendre. Donc, en tout cas, sur ce que vous expliquez finalement, Fleur Berlingen, ensuite je vais passer aussi à Léa Sébastien pour qu'on termine un petit peu le tour de table, mais sur l'idée que, oui, il y a une spécificité déchets. Vous dites c'est parce que les gens sont mieux informés des solutions alternatives qui peuvent exister. La spécificité déchets, elle est pas liée aussi à une forme de rejet plus importante par rapport à ce que sont les déchets, justement, c'est-à-dire comme on le disait de manière un petit peu peut-être brutale et caricaturale dans le titre, mais personne n'a envie d'avoir une décharge dans son jardin. Bien sûr, personne n'a envie d'avoir une installation de traitement qui est polluante ou où il y a des nuisances qui sont avérées, bien sûr. Mais c'est aussi, comme le disait M. Richard, il y a des données qui sont plus facilement disponibles aujourd'hui qui permettent aux citoyens de vraiment étudier à fond les gisements de déchets du territoire et ensuite de pouvoir proposer des alternatives. Léa Sébastien, on ne vous a pas encore entendu ?
Oui, effectivement. À propos de la spécificité des déchets, effectivement, il faut savoir que l'origine déjà étymologique du mot déchet vient de déchier, qui signifiait au XIXe siècle une personne dégénérée ou était associée au verbe déchoir. Donc la notion de déchet est vraiment associée à celle de déchéance. Par exemple, Bataille, la part maudite, Douglas, une offense contre l'ordre, etc. Il y a de nombreux auteurs qui ont travaillé là-dessus sur la notion de souillure, effectivement, qui est attachée à la notion de déchet, qui inspire le dégoût, tant pour la déchéance qu'il inspire que aussi pour l'ultralibéralisme qu'il représente. Donc, si le producteur du déchet ultime le voit comme une sorte d'aboutissement technologique, le riverain, lui, le voit comme un échec, vraiment un résidu de la société de consommation à gérer. Et les territoires à décharge sont du coup marginalisés. Ce sont des espaces déconsidérés où on va refouler les nuisances, les indésirables, les exclus, etc. Est-ce que ça s'est renforcé, Léa Sébastien, avec l'invisibilité aujourd'hui des déchets? Enfin, ce que je veux dire, il n'y a plus les décharges à ciel ouvert comme on a pu connaître il y a quelques années. Si. Enfin, ce sont des décharges sauvages, mais en tout cas, il n'y a plus de décharges municipales à ciel ouvert. C'est résiduel dans les villages. Les décharges, Si nous dit Fleur Berlingen. Ce qu'on appelle très sobrement les installations de stockage sont des décharges dont les déchets. On peut pas dire ça. Mais bien sûr. Je vous envoie des photos si vous voulez. Elles sont sous alvéole, elles sont. Alors Nicolas Garnier. Elles sont fermées une fois qu'elles sont remplies. Attendez, parlez pas tous en même temps parce que. J'ai des photos de Seine-et-Marne, si vous voulez. Ce qui est intéressant quand même dans ce que vient de dire la dame qui est au téléphone, c'est que la première chose qu'il faut faire pour avoir un projet de déchets concerté, c'est ouvrir une poubelle. J'invite chacun des auditeurs à ouvrir leur poubelle, à regarder ce qu'il y a dedans, pour bien comprendre qu'effectivement, comme le disent un certain nombre d'acteurs, il y a des marges de manœuvre très importantes en matière de prévention et de recyclage. Et puis il y a toute une partie de la poubelle qu'on estime entre un tiers et la moitié aujourd'hui, où les solutions n'existent pas. Alors il y a des solutions qui existent, qui sont peu développées. On a parlé de valorisation organique des déchets, du compostage, qui n'est pas si facile à mettre en place. Et puis ça a un coût. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la question jusqu'où on va, jusqu'à quel coût, pour éviter l'installation des ultimes. Et le problème, c'est à qui on pose cette question? À tout le monde. Et tout le monde dit, il faut quand même que je contrôle mes coûts, que je maîtrise mes coûts. Puis après, on fait une installation pour gérer des ultimes. Et là, les gens qui sont autour disent, on n'en veut pas. Et donc, il y a une vraie difficulté à faire. Exactement. Il y a une vraie difficulté à faire le lien entre une mission d'intérêt général qui est de dire, il faut traiter les déchets, il faut améliorer, limiter leur impact sur l'environnement, tout en contrôlant les coûts. Voilà, ça c'est l'intérêt général. Et puis à un moment donné, de dire, une partie de ce qu'il y a dans nos poubelles ne se recycle pas et il faut l'assumer. Et la difficulté, et comme l'a très bien dit la dame, c'est assumer ce qui n'est plus soi, assumer ce dont on a décidé de se débarrasser. Il y a une dimension sociale très importante. Quand vous dites il faut l'assumer, ça veut dire il faut l'assumer de manière collective. Exactement. Il faut l'assumer aussi du point de vue des décideurs. C'est-à-dire aujourd'hui. Absolument. Moi, je représente aujourd'hui ici les gens qui gèrent, qui font la voiture balai d'une certaine manière partiellement. C'est-à-dire qu'à la fois ils sont ceux qui vont mobiliser dans les écoles, dans les supermarchés pour dire consommer autrement. On peut réduire sa poubelle, c'est vrai. Et puis je représente aussi ceux qui ont effectivement à gérer dans le cadre d'un service public local. Et je le rappelle, à la base, c'est une mission de salubrité publique, c'est-à-dire d'enlever les déchets qui étaient dans les rues. Aujourd'hui, c'est de les mettre dans des bons endroits. Et nous, on a à gérer cette quantité de produits qui n'ont pas de deuxième vie. Vous rentrez dans un supermarché, je vais le faire très concret. Vous allez au rayon des jouets. Rien ne se recycle quasiment dans les jouets. Vous allez au rayon de la vaisselle, rien ne se recycle. Vous allez à la bureautique, rien ne se recycle, etc. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre poubelle qui aujourd'hui sont orphelins de solutions. Alors soit on arrête de les consommer, on peut l'imaginer, soit on assume, et c'est nous notre position de dire, il faut mettre en face de leur responsabilité la source du problème qui est celui qui met sur le marché un produit qui ne se recycle pas. Je prends souvent cet exemple, mais une poupée Barbie, je vais utiliser ce terme, j'aimerais bien discuter avec le producteur de la poupée Barbie pour savoir ce qu'il a prévu lui comme fin de vie de la poupée Barbie. Et je connais sa réponse c'est il n'y a jamais pensé. Donc en gros, pour revenir un petit peu sur... Enfin, on s'en est pas éloigné, loin de là, mais en tout cas pour revenir sur le titre de notre émission, si on ne veut pas de décharge à proximité de chez soi, ça veut dire qu'il faut aussi refuser tout ce qui va créer des déchets qui aujourd'hui ne peuvent pas être recyclés, Fleur Berlingen. Oui, mais la différence aujourd'hui, c'est que les citoyens, ou en tout cas ceux qui se sont penchés sur la question, ils sont prêts à bouger. Ils sont prêts, et c'est pour ça qu'ils portent ces alternatives, qu'ils portent ces propositions. Parce que, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Garnier. C'est tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à bouger, ce sont ceux qui finalement ont peut-être un mode de consommation plus vertueux, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Mais les autres, on peut transmettre ce message parce que justement, personne n'a envie d'une décharge ou d'un incinérateur au fond de son jardin ou plus globalement dans sa commune, à proximité. Donc,
concrètement, les meilleurs exemples qu'on a en Europe, en Italie et au Pays Basque notamment, les meilleures performances, j'entends, de recyclage, de tri à la source des biodéchets pour compostage, etc. Les meilleurs résultats, ce sont dans des territoires où il y avait un projet. Il y a eu une mobilisation citoyenne, il y a eu une co-construction avec des élus locaux des alternatives et une participation ensuite citoyenne parce que les citoyens savaient que c'était la seule manière d'éviter les installations dont ils n'avaient pas envie. Mais rassurez-nous, ils ont complètement évité l'installation, c'est impossible. Rien qu'avec ce que je viens de dire, il y a plein d'outils, de produits de grande consommation sur lesquels il n'y a pas moyen d'éviter aujourd'hui un traitement des ultimes. Donc on voit pas Au moins les 2/3 de la poubelle peuvent être évités. On est plutôt sur la moitié de notre point de vue. Effectivement, les chiffres qu'on voit en Italie et en Espagne aujourd'hui sont des chiffres très parcellaires parce qu'il manque une partie des gisements. Alain Richard. Oui, je voudrais casser un peu l'ambiance parce que vous avez choisi, vous n'avez pas fait du France Culture, pardonnez-moi, en choisissant le terme de décharge dans le titre de l'émission, vous avez déjà, disons, fait un peu du trash. Or, c'est le cas de dire, un trash. Oui, exactement. Aujourd'hui, légalement, en France, on ne crée jamais je parle de ce qu'on crée. On ne crée jamais de décharge. Enfin, ça a un autre nom, mais ça revient un peu au même, non ? Non, mais là, vous vous trompez ou vous cherchez à dévier le débat. Parce que si on a changé le terme, c'est parce qu'on a changé les notions, les normes, les obligations, y compris les obligations d'imperméabilité avec le milieu. Et le cas de Nonant-le-Pin, il est tout à fait frappant de ce point de vue-là. C'est tout sauf une décharge, n'est-ce pas ? Enfin, on parle de stockage, mais le stockage, normalement, c'est temporaire. Oui, en effet. Et d'ailleurs, vous savez aussi bien que moi ou mieux que la part d'un véhicule construit en 2015 qui donnera lieu à un stockage ultime et doit être probablement le 5e de ce qu'elle était il y a 20 ans. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas penser que le véhicule qui sera produit en 2030, on sera à 5%. Donc, tous ces progrès-là se font. Ils ont un coût assez élevé. Pour quelqu'un qui adresse chaque année une facture à ses chers administrés pour leur expliquer combien coûte la totale du traitement des déchets. Non, moi je suis à 200. Enfin 200 par foyer. Parce que je fais très attention. Et comme je suis le seul dans ma communauté d'agglomération à adresser la facture directement aux gens à travers le système de la redevance, je suis le seul à avoir l'obligation d'expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là. Et évidemment, il y a quand même une limite de coût. Alors, Léa Sébastien, je reviens un petit peu vers vous, parce que tout à l'heure, je voulais vous poser une question, et puis finalement, j'ai pas eu le temps, parce que la discussion s'est un petit peu emballée en studio. Mais alors, bon, si on revient sur ce que vient de dire Alain Richard, aujourd'hui, il n'y a plus de décharge en France, même si c'est quelque chose que conteste Flore Berlingen. Mais en tout cas, est-ce que ça n'a pas contribué, de votre point de vue, cette façon, en tout cas, différente de montrer ou de ne pas montrer les déchets? Est-ce que ça ne favorise pas l'acceptation de ces projets d'infrastructures pour traiter les déchets, c'est-à-dire soit les recycler, soit les incinérer, soit les stocker? Je reviens du coup sur la discussion que vous aviez en studio là. Oui, effectivement, je serais pas vraiment d'accord sur le fait qu'il n'existe plus de décharges. Effectivement, on les appelle plus décharges, on les a appelés à un moment centres d'enfouissement technique, puis maintenant c'est centre de stockage de déchets ultimes, avec cette définition de la notion d'ultime qui est des déchets qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment. On peut s'entendre que c'est une définition assez imprécise qui fait que la mise en décharge est encore en stockage, excusez-moi, pas en décharge, et soit toujours prépondérante, alors que c'est quand même une option qui est située au bas de l'échelle hiérarchique des techniques à utiliser en matière de gestion environnementale des déchets. Vous écrivez d'ailleurs, inerte. Vous écrivez, Sébastien, que le coût immédiat de l'enfouissement est si compétitif que ce processus est fréquemment adopté. Est-ce que ça veut dire que, de votre point de vue, il y a aussi une forme peut-être de paresse de la part, je sais pas moi, des collectivités locales pour aller vers des solutions qui seraient beaucoup plus intéressantes du point de vue environnemental et du point de vue de la progression vers ce que recherche l'organisation que dirige Flore Berlingen, à savoir zéro déchet? Oui, effectivement, il existe quand même dans les meilleures technologies disponibles tout un tas d'alternatives. Alors là, on passe je suis pas la plus compétente là-dessus, mais sur les histoires de thermolyse, de biométhanisation, de tri par ballot, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'alternatives aujourd'hui pour gérer les déchets et évidemment la réduction à la source. Qui fait que l'option de rassembler des déchets hétéroclites sous
au-dessus d'une bâche qu'on appelle une géomembrane entraîne toujours ce qu'on appelle des incertitudes radicales, c'est-à-dire des incertitudes presque certaines. On est sûr qu'il va y avoir des conséquences environnementales et sanitaires. Sauf qu'au départ, ça coûte pas très cher. Enfin, en tout cas, ça coûte moins cher que d'autres solutions. Ça coûte moins cher, effectivement, que les alternatives qui existent aujourd'hui. Ouais. Nicolas Garnier, vous qui êtes donc conseiller des collectivités locales sur ces questions-là, est-ce que vous ne faites pas suffisamment bien votre métier de conseiller pour que les collectivités locales utilisent ces techniques qu'évoquait Léa Sébastien ? Je suis obligé quand même de m'insurger, non pas face à ce que vous venez de dire, vous. C'est-à-dire, il n'y a pas de paresse. Et oui, il n'y a pas de paresse. Aujourd'hui, les collectivités locales... Je posais une question. Bien sûr, non, mais c'est la notion de paresse qui m'a un peu choqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous gérons les déchets de nos concitoyens. Ça veut dire que nous avons le travail qui consiste à gérer au quotidien, à trier, à prévenir, etc. Aujourd'hui, on arrive déjà à recycler plus de 50% de ces déchets. C'est pas mal déjà. Est-ce que vous, à titre personnel, vous pensez que votre poubelle, vous arrivez à la mettre à 50% dans la poubelle du recyclable ? Vous, monsieur. C'est pas sûr. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a des bouteilles en plastique jetables. Il n'y a pas d'eau du robinet ici. Votre stylo, c'est un stylo plastique qui terminera dans un incinérateur ou dans un centre de stockage. Bon, j'ai des feuilles de papier. Ouf, vous avez ces feuilles. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que chacun se regarde en face. Il y a une chaîne de responsabilité. Quand vous regardez ce qu'est un déchet, à la base, il y a eu un concepteur. Ensuite, il y a quelqu'un qui l'a mis sur le marché. Ensuite, il y a quelqu'un qui a décidé de l'acheter, qui a eu une manière de le consommer plus ou moins bien, qui lui a donné une durée de vie, qui est un élément important pour nous. Et ensuite, qui l'a mis dans la bonne poubelle. Finalement, c'est tellement facile d'aller dire que c'est l'élu local qui a mal fait le travail quand il est obligé, parce qu'il en reste à recycler, d'aller faire un centre de stockage ou un centre de valorisation énergétique. Nous, on assume notre part de responsabilité. On est les seuls en France à avoir des plans de prévention. J'attends de voir si les grands groupes qui mettent sur le marché des grands produits de consommation ont des plans de prévention. On s'est engagé, avec l'association qui est en face, vers le zéro déchet. Alors nous, ce qu'on n'aime pas, c'est la notion de zéro déchet. On aurait préféré mini déchet. Parce que zéro déchet, c'est vendre du rêve. C'est vendre du rêve. Je vous redonne mes exemples de tout à l'heure. Votre stylo. À un moment donné, si vous voulez sauter la barre, il faut que la barre elle soit sautable. De dire tout est possible. Tout est possible. Il faut pas faire croire aux gens qu'on ne peut pas se passer d'installation. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'en fait plus des installations, quasiment plus, parce qu'on a les bons dimensionnements. Maintenant, il est clair également que si on veut recycler beaucoup plus, partiellement, ça va coûter plus cher. Si on met en place la collecte sélective des biodéchets en France, ça coûtera 8 € par habitant. Moi, la question que je pose, c'est pas de ne pas le faire, c'est est-ce que les Français sont prêts à payer 8 € par habitant pour que tout le monde ait une solution de valorisation organique ? Milan l'a fait à coût égal. Voilà. Milan ne l'a pas fait à coût égal, on est en pleine expertise et nous aujourd'hui nous travaillons avec Milan. Milan ne dit pas qu'il l'a fait à coût égal parce qu'en fait il a un marché, on va rentrer dans la technique, il a un marché de recyclage et de propreté. Et c'est la propreté qui lui permet de compenser le coût de la collecte sélective des biodéchets. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. France Culture, du grain à moudre. Hervé Gardette. Est-ce que je vais oser redonner le titre de l'émission de ce soir ? Oui, allez, quand même. Qui veut d'une décharge dans son jardin ? Discussion avec Léa Sébastien, qui est géographe, qui se trouve à Avignon ce soir. Flore Berlingen, qui dirige l'organisation Zero Waste. Alain Richard, sénateur, auteur d'un rapport sur la démocratie environnementale, débattre et décider. On va venir bientôt d'ailleurs sur les préconisations que vous faites. Et puis Nicolas Garnier, qui est délégué général d'Amorce et qui fait du conseil aux collectivités sur la question notamment des déchets, mais également de l'énergie. Je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure, Alain Richard, sur le fait que les populations qui se mobilisent sont des populations, peut-être pas les mots exacts que vous employez, mais enfin en tout cas avec un capital culturel suffisant pour pouvoir mener ces mobilisations. Est-ce que ça veut dire que sur ces questions-là, l'étape d'après, c'est généralement que ces centres, leurs centres d'enfouissement, incinérateurs, ils finissent par se retrouver dans des endroits où la capacité de mobilisation est moins importante, et est-ce qu'on peut faire le parallèle avec un autre phénomène qui est celui du logement social, c'est-à-dire qu'il y a des communes riches ou aisées où on ne veut pas de ça, et puis ce sont les plus pauvres et les moins armés peut-être qui se retrouvent avec ce genre d'infrastructure. Non, je ne pousserai pas le raisonnement jusque-là, parce qu'en réalité, si vous voulez, des gens qui ont accès au savoir, accès au langage, qui ont une capacité d'organisation et d'expression, vous en trouvez un peu partout. Et il y a bien ce sujet géographique que vous évoquez, mais c'est pas tant une question de niveau socio-culturel des quartiers, c'est une question d'éloignement. Nous, enfin, dans le secteur dont j'étais responsable il y a une vingtaine d'années de la communauté de Cergy-Pontoise, j'avais
dans les plans d'urbanisme un endroit pour faire l'incinérateur. Il était trop près des logements et donc j'ai choisi la solution pas violemment courageuse. Je l'ai placé à l'extrême d'un parc d'activités, au bord d'une zone agricole sans présence humaine. Zéro réflexion, zéro réaction. Donc, et nous finissons souvent les uns les autres comme ça. Et 23 ans après, les impacts sur l'environnement sont considérés comme maîtrisés. Donc, c'est plutôt de ce point de vue-là qu'on trouve des compromis, si vous voulez. Mais ce que je voulais simplement mentionner, c'est que le pilotage, l'impulsion de ces luttes environnementales locales est quand même très, très concentré socialement et culturellement. Fleur Berlingen. Oui, et je pense qu'il y a une vraie différence sociologique. Hein. C'est pas juste une question d'implantation des sites, même si c'est important, parce que le fait de s'opposer à des projets comme ça demande un niveau de technicité, un niveau de compréhension de toutes les démarches juridiques à entreprendre, etc., qui est pas facilement accessible. Et je pense qu'on fait pas tout ce qu'on pourrait pour rendre accessible aussi toute l'information et toute la connaissance des mécanismes juridiques qui permettent de défendre ses droits, etc., et son environnement. C'est aussi pour ça qu'une asso comme la nôtre fait un travail d'accompagnement assez important en matière juridique, en matière technique, pour que les collectifs citoyens puissent passer aussi de l'opposition à la proposition. Parce que c'est ça qui est important pour nous. Il n'y a aucune dimension d'individualisme ou d'égoïsme dans ces mobilisations, jamais, Fleur Berlingen? Je ne les connais pas toutes, ces mobilisations, bien sûr. Et je ne voudrais pas faire de généralité. Je pense qu'il existe sans doute encore des cas, effectivement, où l'individualisme prend le pas. Mais moi, ce que j'observe, c'est des dizaines de collectifs de citoyens qui portent des propositions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ces 10 dernières années, parce qu'aujourd'hui, les propositions sont vraiment travaillées, articulées. J'en ai plusieurs à vous citer, si vous voulez. Enfin, à Échillé, par exemple, le collectif citoyen local porte une proposition alternative. À Plouarnel, le collectif ACTA porte également un projet. Et ce ne sont pas fondamentalement des riverains. Si, c'est fondamentalement des riverains, on le sait. Forcément, ils sont concernés par le projet. Mais est-ce que les riverains ne peuvent pas responsabiliser le reste du territoire dans ce genre de cas? On le sait. Bien sûr, il faut emporter tout le territoire. À un moment donné, il faut éviter le clientélisme d'aller mobiliser des riverains pour casser des projets. C'est tout le risque. Alors sur cette dimension éventuellement individualiste et égoïste, cette dimension-là, elle est incarnée dans l'acronyme qu'on évoquait justement au début d'émission, le NIMBY, dont vous nous dites donc le Not in my backyard, que cette approche-là est morte, Léa Sébastien. Oui, effectivement. Donc le NIMBY, je peux faire peut-être rapidement. C'est une expression qui vient des banlieues riches américaines des années 70, qui refusaient les constructions aux abords de leur backyard, donc leur jardin arrière, qui était le lieu de convivialité. Et donc, c'est un concept qui a pris énormément d'ampleur à la fois dans la communauté scientifique, mais aussi chez le monde associatif et chez les aménageurs. Et donc, la définition du NIMBY, c'est présenté comme un mouvement qui privilégie les libertés individuelles par rapport au bien commun. Et il a lieu lorsque les coûts et les risques d'un projet vont être géographiquement, disons, concentrés, alors que les bénéfices vont toucher une large population. Et c'est un concept qui a évolué dans la littérature. Ce qu'on peut dire, c'est que on a longtemps parlé du syndrome NIMBY. On voyait les militants comme effectivement des égoïstes, des ignorants qui faisaient barrage à l'intérêt général, obstacle à l'action publique. Du coup, les aménageurs continuent à abuser un petit peu de ce terme de NIMBY, ce qui enferme les opposants dans une situation illégitime. Alors, dans la communauté scientifique, ça a un petit peu évolué. Aujourd'hui, on commence à partir des années 90, à considérer les mouvements de contestation comme des formes légitimes, même de redéfinition de l'intérêt général, avec, comme le disait votre intervenant, des propositions d'alternatives crédibles à des projets. Certains parlent même d'éco-démocratie. Et tandis que d'autres chercheurs trouvent qu'on devrait abandonner cette notion de NIMBY qui finalement, avec son côté péjoratif, sa simplification abusive des conflits qui sont très complexes au niveau de l'aménagement du territoire, et aussi sa faible posture explicative, rend le concept finalement peu pertinent scientifiquement. Donc moi, ma position, c'est celle de dire que le NIMBY le NIMBY peut apparaître comme une forme instinctive
lorsqu'on va envahir un espace quotidien. Les acteurs sont sous le choc. Et donc là, effectivement, leurs premières réactions vont être celles de NIMBY. Ils vont avoir peur, ils vont être méfiants, ils vont avoir du dégoût et vont se sentir que c'est une situation injuste. Mais ces sentiments mis ensemble et qui s'inscrivent dans le temps peuvent se transformer en des capitaux, des formes de capitaux. Je ne sais pas si on pourra y revenir un petit peu plus tard. Et le NIMBY peut alors se transformer en résistance, en ce qu'on peut appeler une résistance éclairée, c'est-à-dire portée par des capitaux à la fois sociaux, des capitaux savants, patrimoniaux et politiques. Et donc résister aux déchets peut devenir un engagement politique. Alain Richard, est-ce que c'est pour prendre acte de cette résistance éclairée, de cette nouvelle peut-être légitimité, en tout cas qui est reconnue aux citoyens qui se mobilisent comme des projets d'infrastructure, que vous avez concocté ce rapport, donc là aussi j'évoquais en début d'émission, démocratie environnementale, débattre et décider, que vous avez remis à la ministre de l'écologie Ségolène Royal en juin dernier, puisque vous proposez quand même justement un certain nombre d'idées pour permettre aux riverains d'intervenir, de faire des propositions. C'est ça. Disons qu'à titre personnel, je ne partage pas du tout l'approche qui est celle de nos interlocutrices, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a jamais de problème. Bien sûr que si, il y a des conflits. Simplement, ce que nous proposons dans le rapport, qui a été négocié, si j'ose dire, en tout cas qui a été participé de façon contradictoire avec tous les intérêts en jeu. Ça veut dire que ça a été assez difficile. Bien sûr. C'est d'essayer de prendre le risque. C'est-à-dire de créer plus de situations dans lesquelles, de façon préventive, précoce, on aborde les objectifs d'un projet de manière à essayer de partager avec les gens qui vont être concernés localement, enfin les autres aussi, mais l'enjeu est en général avec les gens qui vont être concernés localement, tout ce qui peut le faire évoluer, l'enrichir ou le réorienter de manière que ce projet d'intérêt général soit finalement intégré. Vous proposez notamment un droit d'initiative. Qu'est-ce que c'est le droit d'initiative ? Le principe, c'est que pour les gros projets, nous proposons que cette concertation, enfin cette participation amont précoce soit obligatoire, mais nous n'avons pas voulu en faire une rigidité. La demande du président de la République, quand cette question est venue, était n'alourdissez pas les procédures, puisque on a quand même des records en France. Les comparaisons internationales sont quand même pas favorables à notre efficacité pour développer des projets de tout type. Bon. Et donc, on n'a pas voulu en faire une obligation générale pour la plus petite opération, mais pour ceux qui seraient en dessous des seuils que nous avons suggérés, ça serait une faculté, ça serait une initiative que pourrait prendre le porteur de projet. Et ce qu'on raconte, c'est que dans beaucoup de cas, ce serait son intérêt d'utiliser cette faculté, de dire je viens vous montrer l'esquisse de mon projet, voilà comment je compte le mener à bien. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'utilise pas cette faculté, nous prévoyons qu'un collectif, enfin un nombre donné de citoyens ou un nombre donné d'associations agréées puisse provoquer ce premier échange. Associations agréées, c'est 2. Nombre de citoyens, c'est au moins 1/10 des électeurs de la zone géographique concernée. Nicolas Garnier, ça vous paraît être une solution raisonnable ? Absolument, et d'ailleurs c'est ce qu'on pratique. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai commencé par un message positif en disant je pense quand même qu'on est tous en train d'apprendre cette co-construction et on a beaucoup d'exemples dans le domaine des déchets où les collectivités très tôt ne sont pas dans une logique de dire je vais faire une installation, mais disent je vais gérer les déchets, je vais construire un projet de gestion de déchets qui intègre la prévention, le recyclage, où on associe très très tôt tous les acteurs du territoire et on peut monter ensemble ce projet avec des scénarios, et je crois que ce dispositif qu'on connaît par exemple à Biltagarbi, dans le Tivérest Anjou, il y a eu plein d'exemples qui ont été donnés ces dernières années où il y a vraiment cette notion de co-construction et qui va jusqu'à j'allais dire le suivi des travaux de l'installation qui ensuite a été acté par tout le monde, où on fait des comités citoyens qui assurent ensuite eux-mêmes l'information sur l'évolution de l'installation, eux-mêmes l'information sur l'impact environnemental, puisqu'on a un suivi environnemental. Enfin, il faut quand même savoir, on l'a pas dit tout à l'heure, mais ces installations qui sont des installations ultra réglementées, une installation de stockage et de valorisation énergétique, c'est des installations qui aujourd'hui font l'objet, j'allais dire, de très nombreux suivis environnementaux et écotoxicologiques. Donc, on travaille sur le lichen à proximité des usines, etc. Donc ça veut dire quoi ? C'est que finalement, ceux qui s'y opposent sont pas si bien informés que ça pour... C'est pour ça qu'au tout début, j'ai dit, il faut bien séparer.
faut bien séparer une population qui a envie d'un bon... autres raisons, Voilà. Il faut bien séparer une population qui a envie de faire un bon projet qui intègre la prévention, etc., mais à sa juste place et n'étant pas jusque-boutiste. Une population qui est plutôt dans des associations, effectivement, environnementales qui ont, j'allais dire, des objectifs plus ambitieux que la moyenne, mais ça pose la question du coût. Et puis une population de riverains qui, pour partie, va bloquer jusqu'à la fin du projet, soyons clairs. Essayer d'obtenir le consensus, c'est impossible. Par contre, il y a toute une partie des riverains qui est prêt à accepter de partager une limitation de l'impact. Et avec ces gens-là, on fait un travail formidable. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. C'est pour ça que moi, j'étais plutôt positif en début en disant la courbe est plutôt descendante de mon point de vue, c'est-à-dire en termes de crispation. Flore Berlingen. Oui, alors moi, je suis pas sûre qu'on soit encore dans la co-construction. On est dans la consultation, dans la concertation parfois, mais souvent a posteriori, quand l'essentiel des décisions ont été prises, et pas encore suffisamment dans la co-construction, justement, et précisément en matière de déchets. Parce qu'en matière de déchets, justement, les politiques de prévention, les politiques de tri, etc., elles supposent la participation des citoyens. Donc ça justifie d'autant plus qu'on les co-construise réellement et qu'on entende, du coup, quand les collectifs qui portent les alternatives proposent ces alternatives. Et oui, parce que c'est vrai que quand Nicolas Garnier me prend parti en me disant regardez, alors votre stylo, vos bouteilles et tout, voilà. C'est vrai qu'il faut accepter la logique au total et accepter tous les avis, pas seulement ceux des citoyens qui disent qui vous arrangent, quoi. Voilà, et pour l'instant, je pense qu'on a une marge de manœuvre tellement importante dans la réduction des déchets que les citoyens ne peuvent pas comprendre qu'on ne puisse même pas essayer de faire autrement. Et donc cette compréhension, elle est indispensable. Donc je pense que, si on prend l'exemple à nouveau des biodéchets, parce que c'est très concret, les déchets organiques, tout le monde en a dans sa poubelle, c'est 30% de la poubelle. À l'échelle d'un territoire comme celui du SICTOM de Paris, plus 84 communes, ça représente à la louche 400 000 tonnes de déchets. La reconstruction d'incinérateurs d'Ivry, c'est un projet qui va traiter à peu près la même quantité de déchets. Donc comment voulez-vous justifier la reconstruction d'un incinérateur, c'est un projet à 1,8 milliard d'euros, comment voulez-vous justifier cette reconstruction alors qu'on a toujours des déchets organiques dans nos poubelles, alors qu'il n'y a aucun sens de les envoyer à l'incinération. Voilà, nous, c'est sur des sujets très précis comme ça qu'on travaille, et on veut mettre en place, avec les élus qui souhaitent travailler dans ce sens-là, des politiques plus ambitieuses. Léa Sébastien, vous avez travaillé, vous, sur le cas de l'opposition à un projet de décharge dans le département de l'Essonne. Comment ça s'est passé, finalement, ce mouvement d'opposition-là, et qui, je ne sais pas si on peut dire qui a gagné, qui a perdu, mais enfin, en tout cas, ça s'est soldé par quoi ? C'est toujours pas terminé, figurez-vous. Ce sont des riverains qui luttent depuis plus de 12 ans contre cette décharge dans le petit village de Saint-Escobie, donc en Essonne. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que à la base, c'était alors là, c'est un petit peu moins connu qu'à Nonant-le-Pin, parce que là, c'est pas des haras prestigieux, c'est le territoire de la Beauce, qui est un territoire un petit peu mal aimé, donc dont on parle pas vraiment, ou en mal. Donc c'était un petit peu difficile pour les riverains de faire valoir un petit peu leur point de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'acteurs très disparates, assez peu informés, qui se sont regroupés. Et donc de nombreux réseaux, on a été vraiment intéressés par la richesse des réseaux qui se sont créés sur place, des réseaux locaux, techniques, associatifs, etc. La méfiance envers les acteurs forts, portés par ici le préfet et l'industriel, s'est transformée en confiance envers d'autres groupes d'acteurs. Ça a renforcé le sentiment d'appartenance à une collectivité. Ça a créé aussi énormément de connaissances, à la fois scientifiques, institutionnelles, procédurales, etc. Ces mères au foyer ou agriculteurs bosserons sont maintenant des spécialistes de thermolyse, de biométhanisation, etc. Ça a créé aussi un sentiment assez intéressant, des nouveaux attachements. Ça a conduit, en fait, la possible dégradation de leur espace a conduit à sa réappropriation par les acteurs. Donc ça, c'était assez intéressant de voir que la perspective d'un territoire souillé a induit ce qu'on appelle une patrimonialisation nouvelle, à travers la redécouverte de l'histoire du patrimoine, etc. Et finalement, l'ensemble de ces atouts ont créé vraiment un capital politique, donc des acteurs isolés,
sont finalement parvenus à se positionner sur la scène politique. Et c'est là qu'on passe vraiment du NIMBY à la résistance éclairée à travers une montée en généralité. D'ailleurs, le nom de l'association a changé de nom. Il s'appelait auparavant l'Association de défense de Saint-Escobie. Il s'appelle aujourd'hui l'Association de défense pour la santé et l'environnement. Et c'est une association qui vise à perdurer dans le temps, à conseiller d'autres associations, etc. sur la question des déchets. On passe vraiment du front de refus à la force de proposition. Donc c'est intéressant. Effectivement, ouais, voilà, le changement de nom d'association témoigne de ce changement d'attitude et peut-être même de culture politique au niveau local. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Flore Berlingen, Léa Sébastien, Nicolas Garnier et Alain Richard. Vous pouvez nous écrire sur notre site comme chaque jour, c'est la page du Grain à Moudre sur franceculture.fr. Je remercie comme chaque jour l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Cyril Bert, Fanny Richer, Mélanie Chalandon. Un grand bienvenue à Nafsika Papanicolaou, notre nouvelle stagiaire. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis à la prise de son ce soir. Lucas Vaillant, demain, les idées ont-elles besoin de la presse ? Ce sera notre contribution à la journée spéciale. Toutes les idées sont en débat sur France Culture, mais ça on le prouve tous les soirs.